pour un espèce de certificat pour les patients qui partent à l'étranger. Est-ce que ce test permettrait d'avoir ce certificat pour partir à l'étranger? Non. Ouais, peut-être Alexandre Vian, si vous voulez répondre, mais Oui, bien sûr alors que non. écoutez, il a été, à un moment donné, beaucoup de gens se sont enthousiasmés sur la possibilité d'un passeport immunitaire et aucune disposition de cette nature n'a été retenue pour tout un tas de raisons, et notamment la problématique des périodes intermédiaires où il n'y a pas encore d'anticorps, où on a été éventuellement en contact, mais on ne le sait pas parce qu'on n'a pas fait de test, on était par exemple asymptomatique ou paucisymptomatique. Et donc, en pratique, il n'y a pas aujourd'hui de passeport immunitaire. Et à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là, de toute façon, je ne connais pas quel pays pourrait accepter de regarder de tels passeports immunitaires. Il faudrait que ce soit un projet validé par l'OMS ou validé par l'Europe ou des choses comme ça, et je n'ai pas connaissance de choses de cette nature. Bon, les tests qui sont demandés à la fois par les compagnies aériennes et les pays qui vont accueillir des personnes, c'est d'avoir fait un PCR dans les 3 jours. C'est ça, donc, ça encombre pas mal les laboratoires, parce que tous ceux qui partent en voyage veulent avoir le résultat avant d'embarquer. Donc, il y a une pression dans les laboratoires de biologie aujourd'hui à cause de cette période où certains prennent l'avion. Alors, j'ai aussi beaucoup de questions sur l'âge à partir duquel on peut faire les tests. Donc, est-ce qu'on peut faire des tests pour les enfants, par exemple, et à partir de quel âge? Alors, je peux répondre puisque dans le cahier des charges de la Haute Autorité de Santé, hein, qui a, comment dire, a précédé l'autorisation donnée donc aujourd'hui aux médecins et aux pharmaciens, d'autre part, pour réaliser ce test, hein, il est très clairement écrit que les dispositions réglementaires prises pour les TROD déjà disponibles sur le marché, comme les TROD VIH par exemple, hein, s'appliquent pour le TROD Covid. Hein, et pour le TROD VIH, il est possible de réaliser un TROD pour un mineur à partir du moment où le mineur est accompagné par une personne détentrice de l'autorité parentale, donc, le papa ou la maman dans la plupart des cas. Est-ce que les préparateurs peuvent faire des tests et est-ce que les étudiants en 6e année, remplaçant un pharmacien, peuvent faire les tests? Alors, préparateur, non, hein, c'est un acte pharmaceutique. Alors, je sais que je ne vais pas faire plaisir à tous les préparateurs qui vont revoir ce webinaire, mais comme la vaccination, c'est le pharmacien qui le fait. Le préparateur peut recruter, expliquer, accueillir, mais la réalisation du TROD doit être réalisée par le pharmacien comme l'acte de vaccination. Et pour les étudiants qui sont en pharmacie, on doit poser la question, puisque quand ils viennent en stage en 6e année, je pense que c'est utile que ça fasse partie de leur formation pour voilà, connaître aussi les TROD Covid à l'officine. Plusieurs questions. Combien de temps persistent les IgG et IgM dans l'organisme? Je pense qu'on doit aujourd'hui pouvoir continuer à détecter des anticorps jusqu'à 6 mois, au minimum 6 mois. Ça vient? Juste en complément du professeur Mignon, effectivement, on est à peu près sur aujourd'hui, c'est ce qui est admis, on parle de plusieurs mois, ça c'est sûr, voilà. Ce qu'on sait, c'est très très récent, c'est que il y a des premiers cas de séroréversion qui ont été mis en évidence, hein, ça date de la semaine dernière, au bout de 3, 4, 5 mois, hein, donc de personnes qui avaient des anticorps et qui n'en ont plus. Hein. L'état de l'art a aussi un petit peu évolué sur, je dirais, l'apparition des anticorps. C'est-à-dire qu'on considère beaucoup plus aujourd'hui que les IgG et les IgM puissent apparaître en même temps.
ou l'une ou l'autre ou les deux. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'études qui sortent en ce sens-là, où finalement, pour apprécier l'immunité, il faut se baser sur les deux en cumulé, IgM et IgG. Et sur la persistance, effectivement, on est sur plusieurs mois, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a le SARS-CoV-1, il y a d'autres, virus identiques qui avaient, Alexandre, tu me corriges si je me trompe, mais voilà, qui était un exemple d'immunité acquise pendant plusieurs mois, voire quelques années. Aujourd'hui, sur le Covid, on découvre les choses mois après mois finalement. Absolument. Par contre, ce qu'on peut définitivement dire aux gens, c'est que quelqu'un qui aurait été diagnostiqué Covid, avec les 6 mois de recul qu'on a maintenant avec ce virus, il n'y a aucune forme de récidive qui a été rapportée dans la littérature sur, comme vous savez, de réinfection de la maladie, sur maintenant plusieurs centaines de milliers de cas. On est à plus de, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ce soir, on était à plus de 7 ou 8 millions de cas enregistrés au niveau mondial. Donc, si vous voulez, en gros, même pour les gens qui auraient éventuellement ce qu'on appelle séro-réversé, c'est-à-dire chez qui on ne détecte plus d'anticorps, ceci ne veut pas dire qu'il ne persiste pas une réaction mémoire de la réaction d'immunité cellulaire et qui, de toute façon, peut encore jouer un rôle très important. Concernant ce qu'on connaît dans des familles de coronavirus, habituellement, les coronavirus vous immunisent pour 2 ans. En gros, c'est ce qu'on dit pour les coronavirus du rhume classique. Comme vous savez, il y en a 4. Il y a 4 types. Donc, a priori, on a tellement de choses encore à découvrir avec ce virus. Évidemment qu'on ne peut pas vous garantir ces durées de stabilité et de protection par les anticorps et la réaction immunitaire. En attendant, on n'a pas de cas de réinfection chez des gens qui ont fait une première fois Covid et chez qui on a détecté une réponse immune et notamment la présence d'anticorps. Y a-t-il un intérêt à refaire régulièrement un TROD Covid? Alors, quand le TROD, je vais d'abord répondre en premier, si le TROD est positif, on l'a vu, ceci doit justifier une consultation chez un médecin qui va le confirmer par une sérodiagnostic classique, ELISA, etc. Donc, à partir du moment où le test est positif, il n'y a pas d'indication à le refaire. Il est confirmé par le sérodiagnostic et le médecin va ensuite donner les conseils qui vont bien. Et ces conseils, comme je vous ai expliqué, c'est éventuellement, et on le sait maintenant, Covid peut donner des séquelles. Et donc, c'est d'explorer éventuellement les séquelles d'une infection qui peuvent être de différentes natures, qui vont jusqu'à des séquelles naturellement respiratoires, mais aussi des séquelles rénales, des séquelles psychologiques très importantes, de la fatigue chronique, et donc tout ça sera évalué par le médecin. Concernant la situation où le TROD est négatif, alors là, oui, il peut y avoir des indications à le refaire, mais là encore, on ne va pas refaire un TROD tous les 2 jours, enfin, ça serait quand même complètement délirant. Donc aujourd'hui, je ne sais pas je vais peut-être passer la parole à Fabien qui va nous dire un petit peu comment il voit les choses. Il y a toute cette ambiguïté autour des périodes entre le moment où on a été contaminé par le virus et le moment où le TROD n'a pas eu le temps de positiver. Et donc là, dans ce contexte-là, peut-être qu'il faut, si malheureusement on n'a pas respecté les 20 à 30 jours avant de faire le TROD et qu'on les a fait trop tôt, peut-être qu'il y a une place pour le refaire un peu plus tard. Voilà un peu comment nous, on voit les choses, mais je laisse Fabien nous dire qu'est-ce qu'il en pense. C'est exactement la même chose. À partir du moment où les symptômes sont avérés, réaliser le test dans cette période des 30 jours peut amener à réaliser un autre TROD 30 jours après à l'apparition des premiers symptômes. Voilà. Pour les patients asymptomatiques, sans aucun symptôme, c'est évidemment plus difficile de répondre. Une dernière question peut-être sur l'enquête. À partir de combien de TROD réalisés pourrez-vous tirer des résultats valables?
Ça, c'est une très bonne question de méthodologiste, pour lequel nous sommes bien sûr accompagnés par des méthodologistes ultra compétents. Ces informations-là, elles sont importantes à deux titres. Elles sont importantes au titre temporel et spatial. Donc, c'est de regarder comment les choses évoluent au cours du temps et dans l'espace. Donc, évidemment, plus on aura accès à des données, plus la pertinence des informations sera intéressante et sera importante. Donc, aujourd'hui, évidemment, je peux pas. Quand on définit le nombre de tests à faire, c'est en fonction d'un objectif, d'une hypothèse qu'on se fixe. Et à ce moment-là, on dit, bah, pour avoir une très bonne pertinence, c'est-à-dire savoir si la question posée, on peut y répondre de manière correcte sans prendre de risques statistiques, on définit un nombre de personnes à inclure dans un test. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement de quelle séroprévalence on part, on ne sait pas exactement dans l'espace où est-ce qu'ils sont. Donc au fur et à mesure que les premiers résultats vont arriver, on pourra quand même se faire une petite idée et puis dire au bout de combien de temps les résultats seront pertinents. Mais en tout cas, il faut commencer de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour un patient avec un TROD positif aux IgM, doit-on tester l'entourage? Alors là, on va rentrer dans des questions un peu délicates. Donc déjà, premièrement, on regarde un petit peu si le patient a été symptomatique ou non. La deuxième chose, c'est s'il a été en contact avec des gens autour de lui, si ces gens ont développé des signes, et à ce moment-là, je pense que ça peut être intéressant de tester les gens à côté de cette personne, soit évidemment sur un test PCR virologique, dans le cas où ces personnes présentent des signes cliniques naturellement, et sinon par un TROD si on n'a pas de symptomatologie, car comme vous le savez, on peut aussi avoir été en contact et avoir été asymptomatique et voir et révéler la présence d'IgM et d'IgG plus tardivement, habituellement. Donc, je crois que ça peut être une indication, effectivement. J'ai des questions désormais aussi beaucoup sur la formation. Est-ce qu'elle est obligatoire pour pratiquer ce test et quelle formation pour pratiquer ce test? C'est d'une simplicité tout à fait biblique. C'est d'une simplicité absolue. C'est le prélèvement au bout du doigt d'une goutte de sang qui monte par capillarité dans une petite pipette où il n'y a rien à faire de particulier et dont il s'agit ensuite de déposer la petite goutte de sang dans un seul réceptacle où il y a marqué S pour le sang. Donc une fois qu'on a fait ça, de déposer 2 gouttes du réactif dans l'emplacement réservé au réactif, honnêtement, c'est d'une simplicité totale. Et donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ces tests-là pourraient être éventuellement utilisés en autotest. Comme vous le savez, ils n'ont pas été retenus en autotest, justement parce qu'il y avait inquiétude que les personnes fassent tout seules et ne fassent pas bien toutes seules. C'est la raison pour laquelle il a été difficile, mais vous l'avez obtenu, que les pharmaciens qui sont compétents puissent assister le patient dans la réalisation de ce test, mais qui n'est quand même d'une simplicité vraiment extrême. Donc, il n'y a pas de la formation est très simple. Hein. Alors, de toute manière, il va y avoir il y a des tutoriels qui sont à disposition pour la partie technique. Vous verrez, c'est une fois que vous l'avez fait une fois, l'affaire est entendue. Après, ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'on apporte comme message aux patients. D'abord, comment on dit aux patients, oui, vous pouvez venir, je vais vous faire le test, parce que certains ne sont pas éligibles. Donc, c'est important de filtrer et de dire que si la porte qui a été ouverte n'est pas la bonne, il faut être réorienté, donc faire bien attention à ça. Et puis surtout, expliquer et aider ces patients à ne pas sauter de joie parce que le test est positif, en disant, moi, c'est bon, je jette le masque, le gel hydroalcoolique, l'affaire est terminée. C'est ça qui serait catastrophique. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui a fait que ce ne soit pas des autotests, justement.
au-delà c'est de dire attention danger. D'abord, on ne connaît pas tout sur le Covid, loin de là. Et puis, utilisons plutôt les pharmaciens pour renforcer les messages de prévention, de précaution et de bon comportement. Et donc, c'est là où il est attendu. Donc, ça, vous allez avoir, quelles que soient les structures, les sociétés, justement des e-learning, etc., qui, en quelques minutes, vous donnent des messages clés, comme on l'a fait ce soir avec le professeur Mignon et Fabien Larue. Voilà, simple, mais il faut bien organiser le message, ne pas laisser de doute. Et puis, si vous avez des questions qui sont difficiles et pertinentes, après, on peut remonter ces informations et comme on le fait d'habitude pour tous les sujets, vous apporter des réponses, parce que là, on n'est pas dans l'urgence, hein, on est dans une situation où on n'est pas du tout dans la même situation de crise. On regarde simplement si vous avez croisé le virus, quoi, hein, voilà. Et si ça s'est passé il y a un mois, voire plus. Est-ce qu'il y a une traçabilité pour ces TROD? Traçabilité, est-ce qu'avec alors en fait, il y a plusieurs questions sur la traçabilité. Est-ce qu'on peut l'intégrer dans le DP? Est-ce qu'on peut l'intégrer dans le DMP? Et est-ce qu'il y a une traçabilité obligatoire pour les TROD? Alors, pour l'instant, dans le DP, ce n'est pas prévu. Dans le DMP, ce n'est pas prévu non plus. C'est pour ça que la fiche de liaison, voire après l'utilisation de la messagerie sécurisée, voilà, un scan, si vous êtes en contact avec un médecin et que le patient vous donne l'autorisation d'envoyer ce résultat au médecin, vous pouvez le faire par messagerie sécurisée en ayant scanné le résultat et la feuille que vous allez donner à votre patient. Mais aujourd'hui, les outils DP ne sont pas prévus pour les dispositifs médicaux et pour les prestations, et le DMP est encore en phase de montée en charge. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas été prévu. Donc, les outils de coordination, la messagerie sécurisée ou eh bien, le patient qui l'apporte directement au médecin. Si les personnes n'ont pas eu du tout de symptômes, y a-t-il un intérêt à leur faire quand même un TROD? Je crois que là, il faut respecter les critères d'éligibilité édictés par la Haute Autorité de Santé. Et l'un des critères, c'est que la personne doit avoir eu des symptômes depuis une date bien précise qui est fixée au mois de février de cette année, hein, c'est-à-dire des symptômes potentiellement évocateurs d'une infection à Covid. Alors, juste pour vous rajouter sur ce point, le nombre de personnes qui vous racontent avoir eu des signes évocateurs de Covid a explosé. Et ça, on le sait dans d'enquêtes diverses et variées. Pourquoi? Parce que sur la télévision en boucle et sur Internet, vous pouvez vous inventer, entre guillemets, un Covid très facilement. Vous n'avez qu'à dire que vous avez perdu le goût et l'odorat ou que vous avez eu un peu de fièvre et toussé. Et beaucoup de ces cas-là ne sont pas du tout confirmés. Il y a eu des phénomènes de suggestion, des phénomènes d'intoxication, des phénomènes on se rassurerait parce qu'on l'aurait fait, ou même on serait guerrier, on serait résistant, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de bêtises sur leurs symptômes. Donc, oui, effectivement, il faut quand même qu'il y ait des éléments et aller le proposer à des gens qui n'ont jamais fait aucun signe, même si on le sait. En revanche, des gens qui n'ont fait aucun signe ou dont les signes sont peut-être été mineurs mais sont passés relativement, voire complètement inaperçus, développent une réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire, elle est néanmoins plus faible que chez les gens qui ont été symptomatiques, ça c'est tout à fait clair. Est-ce que je peux aussi réaliser un TROD pour une femme enceinte? Alors, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui a été retenu. Je me retourne vers Fabien. Il me semblait, en tout cas, que chez la femme enceinte, c'était pas si simple que cela. Fabien, qu'est-ce que tu sais sur ça? Alors, je ne voudrais pas répondre à côté, mais ce que je sais, c'est que la fiche, comment dire, de collecte des données que notre comité de pilotage, donc composé d'infectiologues, de virologues, dont certains font partie de Pandemia d'ailleurs,
elle inclut le renseignement grossesse ou pas, ce qui suggère en tout cas le fait qu'on puisse le faire à une femme enceinte. Voilà. A Puisque priori, c'est à renseigner en tout cas. voilà, alors on vous donnera une réponse définitive dans les heures qui viennent. Juste pour vous dire, de toute façon, je vois pas qu'est-ce que ça ne comporte absolument aucun risque de réaliser un TROD. Oui. C'est compter une goutte de sang. C'était juste savoir est-ce qu'on avait ou non suffisamment de données des résultats de TROD chez des femmes enceintes pour pouvoir vérifier qu'on ait sensibilité et spécificité à l'identique. Donc, on va vous donner la réponse à cette question. En tout cas, nous, je crois qu'on avait envisagé de ne pas utiliser les résultats chez des femmes enceintes dans l'enquête séroépidémiologique. Voilà. La CNIL nous l'avait demandé pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'il n'y ait pas de problème, mais on vous donnera la réponse définitive au plus vite. Alors, toujours sur l'éligibilité pardon, des patients qui peuvent faire le test, est-ce qu'on peut tester tous les patients, les diabétiques, les immunodéprimés, ce genre de patients? Oui, on peut tester tout ce type de patients. Alors après, il est possible que chez ces gens-là, qui présentent par ailleurs des facteurs de risque de faire des formes plus graves que les autres, leur pathologie les expose à avoir des réactions immunitaires un peu différentes, soit plus importantes, soit éventuellement moins importantes. Donc ça doit aussi être intégré. Il n'empêche que quand chez un immunodéprimé, il y a un TROD positif, bon, bah, c'est une information pertinente et importante et qui fait l'objet d'une consultation chez le médecin et doit être confirmée par le sérodiagnostic. Est-ce que nous devrions avoir des masques FFP2 pour réaliser ces TROD et quels sont les protocoles d'hygiène pour les réaliser? Alors, je laisse Fabien vous expliquer qu'il n'y a pas besoin d'FFP2, mais je vous réexplique quand même de manière claire et précise. Nous cherchons dans le sang, une petite goutte de sang, la présence d'anticorps. Donc, dans ce contexte, il n'y a pas d'exposition, sauf si le patient n'a pas de masque et vous crache dans le visage du virus. Et donc, à réaliser ce test-là, il n'y a pas de risque de contamination par le patient dont vous ne cherchez qu'à partir d'une goutte de sang un anticorps, la présence d'un anticorps. Donc, si on a bien compris les deux tests qui sont strictement différents, savoir la recherche de la présence d'un virus, notamment par la PCR, peut-être demain par le test salivaire, qui expose le pratiquant du test, celui qui va réaliser le test, à être contaminé par projection de postillons, il doit nécessairement porter un FFP2, c'est ce qui est réalisé dans les laboratoires qui font les tests PCR. Et le pharmacien n'est pas un endroit qui réalise les tests PCR, comme l'a bien rappelé M. Bonnefond au début de l'intervention. Et donc, sur le TROD, pas de problématique FFP2 pour réaliser un TROD. Fabien, tu confirmes? Absolument, oui. Rien à ajouter. Juste sur la désinfection, peut-être Fabien, quand même, de faire attention qu'on ne fasse pas de panarie quand même. Moindre des choses. C'est la moindre des choses. Je voulais juste, j'étais en train de regarder en même temps que de vous écouter là, les cas précisément listés par la Haute Autorité de Santé de réalisation du TROD. Et je voulais vous citer rapidement les deux principaux. Hein, on en parlait juste avant, c'était la question précédente. Donc le TROD est réalisable dans le cadre d'une orientation diagnostique de rattrapage chez des patients symptomatiques avec suspicion clinique sans signe de gravité, donc des petits symptômes, hein, mais n'ayant pas été en mesure de réaliser un test PCR dans les 7 derniers jours. Et il peut aussi se réaliser chez des patients non symptomatiques à partir du moment où ce sont des professionnels soignants, personnels d'hébergement collectif, voilà, toutes les personnes à risque avéré, quoi.
Que répondre à nos détracteurs, médecins ou infirmiers, qui indiquent à leurs patients qu'il est préférable de faire directement le test en laboratoire afin d'obtenir d'emblée une réponse quantitative ainsi qu'une interprétation plus complète? C'est ce qu'on a dit, tout à l'heure. C'est-à-dire que le TROD, c'est un test d'orientation. Donc, il est utile parce qu'il est rapide, il est accessible, il n'est pas cher et il permet au patient d'avoir une première orientation dans ce qu'il va faire pour son diagnostic. Si les patients veulent aller directement au labo, personne ne les empêche. Hein. Jusqu'à maintenant, personne ne les empêche. Et ce n'est pas parce qu'il y a des TROD à l'origine que ça empêche d'aller directement au labo. Ce qui est curieux, c'est que des labos disent il ne faut pas aller en pharmacie, faire le TROD, il faut venir directement chez nous, mais laisser faire les patients. Ils choisissent le lieu où ils ont envie d'avoir d'abord la proximité d'un professionnel de santé qui est présent, qui est disponible, qui est capable de les aider, de les rassurer, de répondre à leurs questions, de les aider à faire le bon choix. C'est tout. C'est déjà beaucoup, mais je ne comprends pas cette espèce de guérilla de notre temps qui consiste à dire, vous savez, les arguments, ils étaient simples. Le TROD est de mauvaise qualité et le pharmacien est incompétent. Merci du cadeau. Quoi. Voilà. Donc, quand on n'a que ça comme argument, ben, ça veut dire qu'on est pauvre en argument. Donc, s'il y avait des arguments beaucoup plus scientifiques, là, ce serait peut-être à discuter. Mais quand on n'a que ces arguments comme ça, ben, ça veut dire qu'on est sur de la posture et on est en aucun cas en train d'aider à la fois les patients et à la fois les pouvoirs publics et à la fois les scientifiques à faire le mieux possible le boulot quand on est dans une situation qui peut complètement déraper. Donc, je les trouve hors sol et complètement inappropriés. Voilà. Donc, mais on laisse. Ce d'autant qu'aujourd'hui, en population générale, en France, on considère qu'on est probablement entre 5 et 10% de ces reconversions, comme je disais tout à l'heure, avec des variations dans le Grand Est, par exemple, ou en Île-de-France, peut-être déjà un peu au-dessus de 10%, 12%, et puis dans d'autres régions beaucoup plus bas. Et dans ce contexte-là, faire des sérodiagnostics au laboratoire qui vont être dans l'immense majorité négatifs, c'est beaucoup plus lourd parce que ça nécessite une prescription, puis de se rendre dans un laboratoire où il y a juste une prise de sang et point final, alors que d'aller dans une pharmacie pour se faire tester rapidement avec un résultat immédiat et le conseil éclairé d'un pharmacien qui est parfaitement compétent pour faire tout ça, c'était quand même beaucoup plus cohérent. Et donc c'est vrai que nous, pour vous dire, on a beaucoup poussé les autorités, on a été très étonnés, on a écrit un grand article dans Le Monde à ce sujet, il y a 2 mois de ça, pour dire qu'on ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle résistance. Et la telle résistance à l'époque, c'était les inquiétudes autour de la validité des TROD, c'est-à-dire de leur sensibilité et spécificité. Or, les TROD que vous utiliserez ont tous les sensibilités et les spécificités nécessaires pour qu'ils puissent être utilisés dans de bonnes conditions. C'est-à-dire réellement de s'assurer qu'il n'y a quasiment pas de faux positifs et qu'il y a très peu de faux négatifs, de faux positifs et qu'il y a très peu de faux négatifs absolument. Sensibilité et spécificité. Dans le sens spécificité. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose aussi, c'est que le test qui est réalisé en pharmacie, donc on appelle le TROD, il est aussi réalisé, le même test, hein, en laboratoire. Il n'y a pas la même dénomination, on ne l'appelle pas TROD, on l'appelle TDR, test de diagnostic rapide, mais c'est le même type de test. Et l'exemple en est, c'est que le test qui est utilisé au Centre national de référence actuellement pour faire le distinguo entre les ELISA qui sont un peu douteuses à la limite de ce qu'on appelle le cut-off, donc de la limite de détection, c'est le TROD. En l'occurrence, c'est le TROD A à Z, ça pourrait être un autre, mais en l'occurrence, c'est ce TROD-là qui permet au laboratoire et au CNR de faire le distinguo sur des résultats ELISA douteux. C'est vraiment le même type de test qui est utilisé aussi en laboratoire. La qualité du test ou des tests ne peut pas être mis en doute là-dessus. Juste pour rassurer les pharmaciens par rapport aux cris d'orfraie là qui sont envoyés par communiqué de presse, vous savez, pour la grippe, on a eu les mêmes critiques.
pour la vaccination contre la grippe, on était des incompétents, on allait faire mal, on allait faire des accès, on était des affreux jojo, on ne savait pas prendre en charge un patient. Bon, on a vu le résultat. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Le tout, c'est de se comporter comme l'a fait la profession pendant la crise, très professionnelle, d'être le plus utile possible pour les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que l'accord avec Pandemia est effectivement un accord très intéressant, parce que ça va être extrêmement utile si la masse de tests réalisés en officine peut être exploitée dans de bonnes conditions. Et on verra tous que ça va amener des éléments supplémentaires je dirais, dans les stratégies de prise en charge, etc. On est sur de la recherche, là. On est sur de la recherche. Et on va participer avec le réseau pharmaceutique à aider la recherche sur le Covid et partager des informations. Je trouve ça génial. J'ai quelques questions technico-techniques. Il est difficile d'obtenir assez de sang. Que peut-on faire? Il faut masser. Il faut masser le doigt et mettre le doigt un petit peu Dans le bas. Il y a deux choses. Il y a laver les mains à l'eau chaude. Oui, c'est vrai. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle mettre le bras en position d'éclive. Donc les infirmières le savent bien. Position d'éclive, c'est je me lève, orienté vers le bas. Donc, faut pas hésiter, si on a un peu de mal, à demander à la personne de se lever en face de vous, hein, pour que la main soit vraiment bien orientée vers le bas, masser un peu le bout du doigt après avoir lavé les mains à l'eau chaude et piquer. Et normalement, il n'y a vraiment aucun problème pour récolter la quantité de sang nécessaire à ce moment-là. On parle de 10 microlitres. 10 microlitres, c'est rien du tout. Hein, c'est même pas une goutte. Pour arriver à récupérer correctement la quantité de sang, il faut que la gouttelette soit bien formée. Comme ça, quand on récupère sur la gouttelette, ça par capillarité. Si la goutte n'est pas bien formée, en se mettant en contact entre le sang, le doigt, la peau, là, on a un petit peu plus de mal à récupérer. Donc, il faut avoir un peu de patience, laisser bien la gouttelette se former et à ce moment-là, le récupérer par capillarité. Alors, une autre question technique. J'ai fait un test qui était négatif à 10 minutes, mais positif après 30 minutes. Les consignes sont de ne pas lire après 10 minutes, mais est-il vraiment négatif? Alors, le test, il doit être lu selon une fenêtre de lecture qui est propre à chaque test. Le test qui nous concerne, c'est 10 à 15 minutes, donc il faut lire entre 10 et 15 minutes. Il ne faut pas lire après. Combien de temps après ouverture le réactif est-il valable? Alors, le réactif, ça peut vouloir dire soit le tampon, soit la cassette en tant que telle. La cassette en tant que telle, à partir du moment où elle est sortie de son emballage, le test doit être réalisé immédiatement. On ne peut pas attendre plusieurs heures avant de réaliser le test, après avoir ouvert le sachet. Voilà. Par contre, le petit flacon de tampon qui est souvent réutilisable, il peut être réouvert et réutilisé jusqu'à la date de péremption qui est indiquée sur son étiquette. Vous dites que les patients positifs sont porteurs du virus. Peut-on dire qu'ils sont contagieux? C'est la question qu'on aura forcément des patients. Non, je redis, quand le virus rentre dans votre organisme, vous développez une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire de type cellulaire et humoral est mise en évidence par les TROD, en particulier par les TROD. Dans ce contexte, le plus souvent, puisque vous allez réaliser ces TROD au-delà du 21e jour et voire plus, au moment où on est sûr qu'on peut voir et mettre en évidence les anticorps, il n'y a plus de virus à ce moment-là. Il n'y a plus de virus à ce moment-là. Donc la question qui peut se poser, c'est cette période intermédiaire où il pourrait y avoir, par exemple, si on avait vraiment fait un TROD très très précocement, où on pourrait voir arriver des IgM et où il pourrait éventuellement y avoir encore du virus. Mais ce ne sont pas du tout les recommandations d'utilisation des TROD, puisque l'utilisation des TROD est faite pour des gens qui ont été symptomatiques, mais qui sont à distance de l'épisode, pour pouvoir se permettre de faire un diagnostic et de dire ce que vous avez vécu est en rapport
avec une infection et un contact avec le virus. D'accord? Donc, l'idée des gens qui auraient en même temps du virus et des anticorps en pharmacie, dans les conditions de réalisation du TROD, et à mon avis, n'arrivera jamais. Mais on ne peut rien exclure dans cette maladie. Tout est possible. Donc, normalement, quand on fera les TROD, il n'y aura plus d'expression virale chez les patients. C'est pour ça qu'il faut bien attendre et dire aux patients, si la personne vous dit qu'elle a eu des symptômes il y a 5 jours, il faut lui dire, mais qu'est-ce que vous faites dans la pharmacie? Exact. Exact, parce qu'il est possible qu'elle soit encore contaminante à ce moment-là, voilà. et Donc que vous même devez si faire elle porte le masque, voilà, il faut qu'elle voilà, soit réellement chez elle, isolée. Et 114e, il faut qu'elle voilà. fasse le diagnostic virologique. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que d'attendre le mois, les 30 jours ou les 25 jours, eh bien, ça permet justement d'abord de ne pas avoir ce risque comme vous l'avez exposé, et puis d'avoir une chance d'avoir le test pas avec un faux négatif, quoi. Donc, c'est important pour les pharmaciens aussi de bien intégrer et d'en faire un critère d'explication aux patients en disant mais revenez plutôt dans une semaine, ou si vous ne voulez pas ça, vous allez chez votre médecin, il le prescrira, hein, voilà, tout simplement. Pourquoi ne pas faire payer un acte à part pour la réalisation du test en plus du prix du test marché? C'est pas très cohérent. Quand un médecin fait un acte ou une infirmière fait un acte, elle ne fait pas payer la seringue, elle ne fait pas payer la compresse, tout ça est globalisé dans l'acte. Il y a des frais qui sont liés à du matériel, il y a des frais qui sont liés à l'acte du professionnel, mais le paiement est un acte. Et comme on veut matérialiser l'acte de prévention ou de dépistage, pardon, il n'est pas nécessaire aujourd'hui de saucissonner en disant ben, tel prix pour tel test, tel TVA, et après on rajoute un acte avec une TVA zéro. Je pense que c'est plus simple de globaliser et d'expliquer au patient voilà combien il va devoir payer s'il accepte qu'on fasse le test à l'officine. Parce que d'un côté, on récupère la TVA sur le test, en espérant qu'il passe à 5,5. Et puis, voilà, la TVA, elle est neutre pour les pharmaciens, mais elle n'est pas neutre pour celui qui est en bout de chaîne. Donc, plus la TVA est basse, plus on peut appliquer un prix acceptable pour l'ensemble de la population. Pourquoi le TROD n'est pas remboursé en pharmacie? Parce qu'on est toujours sur cette règle que certains ont comme réflexe, qui est inadapté, c'est de dire si ce n'est pas prescrit, ça ne peut pas être remboursé. Donc le pharmacien, il ne peut pas être prescripteur. Sauf que pour le TROD d'angine, on a obtenu d'être prescripteur, puisque on pourra le faire en première intention à l'officine. Pour le Norlevo, la pilule du lendemain, on est prescripteur. Pour le vaccin grippe, on a un bon, alors qui vaut soi-disant prescription, mais on voit bien qu'on est incitatif. Donc on a du mal encore à franchir ce pas. Alors il y a ce premier obstacle. Le second, c'était que l'assurance maladie avait des craintes. C'est que ça pouvait être un appel d'air extrêmement important avec des coûts non négligeables de toute la population s'il n'y avait pas de sélection dure de critères d'éligibilité. Il aurait été difficile aux pharmaciens de refuser un patient qui veut faire un test, d'autant plus prise en charge. Donc l'assurance maladie n'a pas voulu, pour l'instant, prendre le risque de le prendre en charge. Et je pense que si on réussit cette première étape, et au vu de ce qui risque de se passer à l'automne, je pense que ça, si on rentre dans une stratégie santé publique et qu'on montre qu'on est capable d'avoir des critères bien définis pour les patients éligibles, il y aura de nouveau une discussion parce qu'on coûtera moins cher que ce qui se passe en laboratoire. Et à la fin, si c'est fiable, il faut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de confirmer un labo un test. Donc il faut à un moment se poser la question aussi. Voilà.
Donc, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est au stade. Est-ce que les pharmaciens vont se mobiliser pour le faire? Est-ce qu'ils vont le faire correctement? Ça, j'ai aucun doute. Et est-ce que les patients vont considérer que la pharmacie est un lieu où on peut faire du dépistage? L'enjeu, il est là jusqu'au 30 octobre. Hein. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire ce soir, parce que tout le monde se posait beaucoup de questions et que l'on voulait voilà, apporter un éclairage complet pour aider les pharmaciens qui ont envie et qui veulent d'emblée répondre aux besoins des patients. Parce que vous allez avoir des demandes. Préconisez-vous le port de gants pour la réalisation de cette ROD? On peut mettre des gants. Hein. On peut mettre des gants, oui, c'est même mieux. Voilà, donc ça évite, oui. ouais, ça évite le contact parce qu'effectivement, on peut attraper la main, hein, donc on peut toucher la personne. Donc, il vaut mieux s'isoler et puis on protège aussi la personne. Donc, oui. Est-ce que les TROD sont payants? Est-ce que les TROD sont payants pour les professionnels de santé non symptomatiques également se présentant à la pharmacie? À la pharmacie, c'est payant. À la pharmacie, c'est payant. De toute manière, on n'est pas habilité à faire un test qui va jusqu'au diagnostic. Bon, si un professionnel de santé veut faire un test en officine, oui, voilà, il va payer également et ce n'est pas pris en charge. Les tests sont-ils disponibles chez les grossistes? Alors, la distribution des tests aujourd'hui, bon, bien, il y a des partenariats hein, entre les laboratoires, des génériqueurs, des plateformes, hein, les groupements de pharmaciens aussi, certainement, vont proposer des tests. Hein. Donc, je pense qu'il y a suffisamment de laboratoires aujourd'hui qui ont eu le référencement pour pouvoir apporter de multiples solutions au réseau pharmaceutique. La seule remarque que je peux faire, c'est soyez attentifs hein, sur des laboratoires que vous ne connaissez pas et qui vous envoient un fax. Soyez vigilants quand même, voilà, parce que on sait très bien, on a vu ce qui s'est passé pour les masques. Et il y a parfois des gens qui sont en opportunité, faisant croire qu'ils ont l'agrément, faisant croire qu'ils ont le marquage CE, faisant croire que oui, mais on n'est pas encore sur le site, mais on va y être demain. Oui, mais avant de vendre, attendre d'être sur le site. Voilà, donc ben, ce qu'on connaît, hein, les pharmaciens ne sont pas tombés de la dernière pluie, ils sont habitués à avoir un petit peu des pressions commerciales, mais soyez prudents parce que, bon, là, vous êtes en train de faire un test d'orientation de dépistage, vous apportez une réponse à un patient, vous le facturez, il faut s'assurer que le test soit un test qui soit référencé, qui soit marquage CE. Donc soyez prudents. Faut-il craindre les ruptures de stock? Des ruptures de stock? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Monsieur Larue, si vous. Ça dépendra de la demande, hein. Ça dépendra de la demande. Hein. Je sais que pour un ordre d'idée, pour le TROD en Gine, on parlait de plusieurs millions de TROD réalisables en pharmacie, hein, puisqu'il y a 9 millions d'angines tous les ans en France. Hein. Bah là, potentiellement, c'est une grosse partie de la population. Donc, s'ils vont en partie en pharmacie, c'est sûr que il peut y avoir beaucoup de demandes. Dans un premier temps, non, je pense pas qu'il y ait de risque de rupture. Si une deuxième vague arrivait, si effectivement on renforçait encore la politique de dépistage pour le test sérologique comme pour le test PCR, c'est sûr que voilà. Après, c'est On vrai sait que ça a été impacté sur pas mal de produits ces derniers mois, donc il faut faire attention, c'est certain. Après, c'est vrai que bon, on a vu des entreprises s'investir notamment sur le PCR. Hein. Alors peut-être que certaines complémentaires santé ou certaines entreprises souhaiteront aider et apporter une réponse aux patients qui se posent des questions. Et d'ailleurs, voilà, moi on discute avec des complémentaires santé pour savoir si le TROD pourrait être pris en charge.
ça peut être aussi une stratégie d'une entreprise en disant, écoutez, voilà, on a eu des suspicions dans mon cabinet d'assurance, j'ai 6 salariés, j'aimerais bien que vous les testiez. Et l'entrepreneur, en fait, l'employeur prendre en charge les fraudes. Voilà, ça permet de rassurer, de positionner, etc. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je pense qu'on est plutôt sur une progression lente, plutôt que comme on l'a connu sur les masques ou sur les PCR, où tout le monde a été pris au dépourvu. Mais voilà. Et en plus, on a un certain nombre de fabricants qui sont sur le sol français, donc c'est pas négligeable non plus, quoi, hein, parce que ça permet d'avoir une certaine stabilité dans l'approvisionnement. Doit-on systématiquement envoyer au médecin traitant les résultats du test? Moi, je pense que oui, à condition que le patient soit d'accord. Mais on ne fait pas ça pour nous. On ne fait pas ça pour le patient, que pour le patient. On le fait ça dans une stratégie de parcours de soins. Et dans la stratégie du parcours de soins, le médecin traitant a une place toute particulière. Et c'est important pour lui. S'il revoit le patient, il sait qu'il a eu un test négatif et il fait des symptômes pendant l'automne avec une suspicion de Covid. C'est important qu'il ait cette information parce que ça va l'aider dans sa stratégie. Et s'il est positif, ben, il va se dire normalement, vous ne devriez pas la rattraper. Donc, c'est que c'est autre chose. Donc, cette information, elle est précieuse pour le médecin. Et puis, à la fois immédiatement pour prescrire éventuellement un test de confirmation de labo, ou pour avoir cette information, et lui, il coche Covid positif. Bon, c'est pas une information négligeable, loin de là, c'est même très important. Donc oui, mais toujours avec l'accord du patient. Le patient, et à mon avis, le patient, je ne vois pas un patient qui vous expliquerait, non, il ne faut pas le dire au docteur. Hein. Le Covid, ce n'est pas une maladie honteuse. Hein.